Monsieur le député, merci de nous faire l'honneur de venir dans cet amphithéâtre Foch de l'école militaire pour cette conférence à l'école de guerre. Nous apprécions d'autant plus votre présence, que vous avez des bouchons, que nous savons qu'il est plus facile d'annuler un événement que d'honorer ses engagements dans le contexte actuel. Je suis le chef d'escadron Louis-Dominique Richard du comité des conférences de l'école de guerre. Ce comité a pour mission d'inviter des personnalités qui apportent un regard neuf pour compléter le socle de formation qui est délivré ici par l'école de guerre. Avec vous, monsieur le député, nous ouvrons le cycle par une approche philosophique. Mais permettez-moi d'abord, malgré votre notoriété, de vous présenter brièvement à notre assistance. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie, et avez enseigné dans le secondaire et en classe préparatoire. Parallèlement, vous avez été adjoint au maire de Versailles de 2008 à 2020. En 2019, vous êtes tête de liste Les Républicains et élu au Parlement européen. Vous y présidez la délégation française du Parti populaire européen, le groupe de centre-droit le plus nombreux du Parlement. On peut s'interroger ici sur l'opportunité d'inviter dans cette enceinte un conférencier étiqueté politiquement. À l'école de guerre, nous ne faisons pas de politique. Nous ne nous mêlons pas des organisations partisanes et de la République des partis, comme disaient l'un des anciens de notre école. Mais cela ne nous empêche pas de penser. Nous invitons donc des conférenciers de tous bords afin de nous construire une pensée solide qui dépasse les étiquettes politiques toujours réductrices. Monsieur le député, après Les Déshérités qui analysent la crise de la transmission, votre livre Demeure a rencontré un important succès en librairie. Dans Demeure, vous vous interrogez sur la fascination du mouvement qui caractérise nos sociétés occidentales. Selon vous, au lieu d'être une transition entre deux états stables, le changement devient un objectif en soi. Le fait d'avancer devient une finalité. Il manque le but qui donne un sens au mouvement. Les cavaliers comme moi aiment dire « en avant », puis nous arrêter, et on se demande vers où on va et contre qui. La question de la finalité doit évidemment précéder le mouvement. C'est le sens de votre présence ici à l'école de guerre ce soir. Nous nous formons à occuper les postes à haute responsabilité pour la défense de notre pays. Dans un contexte stratégique instable et avec une société en perpétuelle mutation, il est essentiel pour nous et pour tout citoyen qui se sent concerné par les affaires de défense de nous interroger sur le sens de notre mission. Que voulons-nous encore défendre ? Cette question prime sur toutes les autres et elle vient donc légitimement ouvrir notre cycle de réflexion. Elle suscite par ailleurs, et nous nous en félicitons, un intérêt vif bien au-delà des rangs de la promotion. En effet, entre la promotion répartie devant vous et les nombreux youtubeurs actuellement en ligne, c'est plus de 1000 personnes qui vous écoutent actuellement. C'est sans doute une performance que nous n'aurions pas réalisée sans les restrictions actuelles, preuve qu'on peut toujours tirer parti d'une situation a priori défavorable. Monsieur le député, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vous cède la parole. Merci beaucoup, mon commandant. Mon général, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, chers amis, avant tout, je voudrais d'abord vous présenter mes plus sincères excuses pour ce retard bien involontaire. J'arrive tout juste de la session plénière à Bruxelles et les contraintes actuelles ainsi que probablement l'horaire du couvre-feu ont créé des bouchons à l'entrée de Paris qui font qu'il m'aurait sans doute fallu un Charles Leclerc pour arriver plus rapidement. En tous les cas, je suis désolé d'avoir tant tardé et de partager avec vous cette réflexion avec une rigueur si peu militaire dans l'horaire qui me laisse réellement confus. Je suis très heureux de pouvoir être parmi vous et je voudrais vous remercier de tout cœur, mon général, pour votre accueil ici à l'école de guerre. C'est un très grand honneur pour moi de venir, même de revenir. Un très grand honneur et je dois dire aussi un honneur qui se mérite parce que je me sens d'une certaine manière bien illégitime et toute intimidée de venir parler devant vous de cette question de la défense dont vous êtes évidemment des experts bien plus éminents que moi. Je voudrais réfléchir avec vous, non pas en politique, vous l'avez dit, mon commandant, nous ne sommes pas ici pour faire de la politique au sens partisan du terme, mais avec un regard malgré tout politique, en tous les cas au sens le plus large de ce mot, sur la question de la défense, avec ce que peut nous donner aussi l'éclairage de la philosophie et l'éclairage de la pensée d'une manière plus générale sur cette question qui me paraît être effectivement centrale, effectivement décisive. Que voulons-nous encore défendre ?
Quel est notre but de guerre? Vous l'avez dit, mon commandant, lorsque on se lance en avant. Encore faut-il savoir vers où l'on va et quel est l'objectif que l'on se donne, quel est l'effet que l'on recherche, quelle est la finalité que l'on espère atteindre. Cette question-là est au cœur de l'art de la guerre, comme le rappelle un très grand stratège qui fut aussi un très grand philosophe et qui s'appelle Clausewitz, dont je suis sûr vous avez tous eu l'occasion ici de lire les travaux. Clausewitz nous dit que la guerre est un phénomène de violence, bien sûr, mais ce phénomène de violence n'est pas un phénomène de violence aveugle, un phénomène de violence gratuite ou qui se déclencherait de lui-même. La guerre poursuit un but. Et qui veut connaître la guerre, qui veut comprendre la guerre, doit savoir quel but elle se donne. Clausewitz est un stratège qui ne s'intéresse pas à la guerre de l'intérieur, mais pourrait-on dire à la guerre de l'extérieur. Non pas à la guerre en tant qu'elle est déjà commencée, qu'elle est en train d'avoir lieu, mais à la guerre à partir de ce qui l'entoure, à partir du contexte qui lui donne sens, à partir du contexte qui permet de la comprendre. Ce contexte est toujours l'indicateur de ce que la guerre porte avec elle de but. La guerre obéit à une rationalité. Elle a un but, Zweck en allemand. Son but, c'est évidemment la défaite de l'adversaire, mais elle a aussi un but, Ziel en allemand, on pourrait dire une finalité, et cette finalité, c'est ce que l'on cherche à atteindre à travers la défaite de l'adversaire, et c'est cette finalité qui donne sa rationalité à la guerre. On ne peut pas comprendre la guerre uniquement du point de vue de la tactique, pour le dire autrement, comme quelque chose qui serait lié à la manière de faire plier l'adversaire. On ne peut comprendre la guerre qu'à partir de ce qui l'entoure, c'est-à-dire à partir du but qu'elle se donne, de la finalité qu'elle poursuit. Or, cette finalité est précisément du domaine de la politique. Nous connaissons la formule bien célèbre de Clausewitz, souvent mal comprise, la guerre, c'est de la politique continuée par d'autres moyens. La guerre est de la politique continuée par d'autres moyens. Ce que disait Clausewitz, ce n'est pas comme aurait pu le dire un Machiavel, qu'au fond la politique passe parfois par la violence pour arriver à ses fins. Non, ce que veut dire Clausewitz, c'est qu'on ne peut comprendre la guerre si l'on ne comprend pas d'abord qu'elle est d'une certaine manière encadrée par la politique, que ce qui lui donne un sens, c'est le but qu'elle se donne, ou le but qui, plus exactement, de l'extérieur lui est donné par une communauté humaine, une communauté politique qui assume d'avoir quelque chose à défendre. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire la guerre si l'on ne comprend pas ce que l'on a à défendre. Ou alors, cette manière de faire la guerre devient extrêmement dangereuse, parce que la guerre devient à elle-même son propre but, elle devient à elle-même son propre tout, elle devient à elle-même sa propre fin. Une guerre qui deviendrait sa propre totalité, c'est cette guerre que Clausewitz redoute et c'est celle qu'il est en train d'annoncer lorsqu'il laisse inachevé son grand ouvrage sur la stratégie. C'est la guerre totalisante, c'est la guerre totalitaire. Celle de ce que Clausewitz appelle la montée aux extrêmes, celle qui, parce que justement la politique ne la canalise plus, ne se connaît plus de mesure, parce qu'elle devient un but en soi, devient sa propre finalité et peut admettre n'importe quel sacrifice, y compris démesuré. Parce qu'il ne s'agit plus d'abord de défendre quelque chose, mais qu'il s'agit d'abord de gagner la guerre parce que Zweck devient Ziel d'une certaine manière et parce que seul compte la défaite de l'adversaire, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit le moyen. C'est la raison pour laquelle la question de savoir ce que nous voulons défendre est, redisons-le, une question fondamentale pour toute personne qui se mêle de guerre, que cette personne soit du côté de l'art de la guerre, qu'elle soit militaire, ou bien qu'elle soit du côté de ceux qui entourent la guerre par sa finalité politique, c'est-à-dire du côté des responsables politiques, mais aussi de ces acteurs politiques que nous sommes, chacun d'entre nous, comme citoyens, dans une démocratie, acteurs de la vie publique de notre société et volontaires pour y participer en déterminant ces buts que nous voulons assigner à notre corps politique tout entier. Pour être un grand stratège, nous dit Clausewitz, il ne suffit pas d'être un bon tacticien, il faut dans le brouillard de la guerre savoir discerner le but et garder toujours à l'esprit la finalité du but. Il faut aussi savoir comprendre, et nous y reviendrons, ce que l'ennemi veut défendre, ce que l'adversaire a pour but. Il faut pouvoir interpréter la manière dont il construit son propre objectif stratégique, parce que c'est à partir de là que nous pourrons mettre en œuvre des forces proportionnées. C'est ainsi que Clausewitz interprète les guerres révolutionnaires qu'il analyse comme une rupture absolument inédite dans l'histoire de la stratégie. Ces guerres qui déchirent l'Europe après la Révolution française, ces guerres-là ont changé de nature, nous dit en substance Clausewitz. Les guerres ont toujours traversé l'Europe, elles ont toujours marqué son histoire, mais les guerres que se livraient les monarchies du passé n'avaient plus rien à voir avec celles qui étaient menées par la jeune République naissante. Elles poursuivaient un tout autre but de guerre qui était sa propre survie.
et les armées qui lui faisaient face n'ont pas su comprendre que la guerre avait changé de nature, non pas par ses moyens, par ses modalités, par ses outils, mais d'abord parce que quelque chose avait changé dans sa finalité, quelque chose qui annonçait justement cette montée aux extrêmes que Clausewitz redoutait. C'est un grand danger de ne plus comprendre ce que nous avons à défendre, parce que ce grand danger nous prive du sens de la guerre, et en nous privant du sens de la guerre, eh bien, d'une certaine manière, il ne nous évite pas de faire la guerre, au contraire, il nous met aux prises avec la menace d'une violence qui devient généralisée. Comment ne pas voir, au fond, que c'est de cela qu'il s'agit dans le phénomène auquel nous faisons face aujourd'hui, ce phénomène qui est sans aucun doute celui dont nous cherchons le plus à nous défendre, le phénomène terroriste, le phénomène djihadiste. Et je voudrais, après cette brève lecture de Clausewitz, me pencher maintenant sur l'actualité de cette question pour nous, Français, aujourd'hui. Que voulons-nous encore défendre? De quoi voulons-nous nous défendre? De qui voulons-nous nous défendre? De toute évidence, bien que les menaces soient multiples, bien que les risques soient divers, bien qu'il faille se préparer à des engagements dont le spectre n'est pas encore connu aujourd'hui, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, dans notre actualité immédiate, la menace face à laquelle nous sommes le plus directement mobilisés, c'est la menace terroriste, c'est la menace djihadiste. C'est face à cette menace que nos forces armées sont le plus engagées. C'est face à cette menace qu'elles se mobilisent aujourd'hui en Afrique, au Moyen-Orient et bien sûr, de manière marquante, évidemment, sur le territoire national. C'est cette menace qui a porté la violence sur le territoire français il y a depuis maintenant plusieurs années, à travers une succession d'attentats que nous connaissons trop bien, malheureusement. C'est cette menace qui a frappé à nouveau, y compris à Bagdad aujourd'hui. C'est elle qui représente le spectre de la violence pour nos sociétés de 2021. Il y a évidemment dans le retour de la violence sur le territoire national une forme d'événement inédit, d'événement qui ne paraissait pas s'imposer d'évidence, pour une société qui avait cru, avec le grand livre de Francis Fukuyama, à la fin de l'histoire. Lorsque le mur de Berlin s'est effondré, lorsque le bloc soviétique a disparu, beaucoup ont cru dans nos sociétés que l'histoire avait tranché, que l'histoire s'était achevée avec la victoire d'un modèle unique, le modèle de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Beaucoup ont cru que c'en était fini des péripéties de l'histoire humaine et qu'il n'y aurait désormais plus de place pour la confrontation violente, que nous allions pouvoir écrire une nouvelle page de la configuration des relations de l'humanité à la surface de la planète à travers les échanges commerciaux qui viendraient apporter par le doux commerce des hommes, comme le disait déjà Montesquieu, une forme de rapprochement universel dans l'interdépendance mutuelle. Beaucoup avaient pu croire à cette idée de la fin de l'histoire et nous avons été ramenés au retour de l'histoire, à la fin de l'histoire, par l'expérience de la violence terroriste en particulier, par l'expérience des attentats, à partir du 11 septembre 2001, et puis bien sûr sur le sol français de manière encore toute récente. Grande différence cependant entre ce qui a été vécu par la France et le 11 septembre 2001, grande différence entre ces formes de terrorisme. Le 11 septembre 2001 ressemblait encore à une agression exogène, une agression venue de l'extérieur. Il s'agissait bien de forces armées non conventionnelles qui avaient résolu un projet d'agression contre le territoire américain et qui l'avait projeté littéralement de l'extérieur, organisé de l'extérieur. En France, nous devons faire face aujourd'hui à la menace que fait peser sur nous la radicalisation islamiste de jeunes nés en France, grandis en France, élevés en France et qui ont passé des milliers d'heures sur les bancs de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Nous avons commémoré tout récemment les attentats menés contre Charlie Hebdo, contre l'Hypercacher, et nous avons eu l'occasion d'évoquer ces attentats qui ont été commis par de jeunes criminels français qui s'étaient retournés contre leur propre pays. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de notre société aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de cette question? Qu'avons-nous encore à défendre? Que voulons-nous encore défendre? Il y a évidemment un double enjeu qui n'a pas manqué d'être abordé sur le terrain politique. D'abord, évidemment, un enjeu migratoire. La question de savoir si nous avons la capacité d'intégrer est une question qui aujourd'hui est très présente dans les débats politiques, mais je n'y reviendrai pas. C'est une question proprement politique et ça n'est pas l'objet de notre réflexion de ce soir. Mais il y a un autre enjeu qui me paraît décisif et qui, quelles que soient nos opinions politiques, nos sensibilités politiques, ne peut que nous concerner tous.
Que voulons-nous encore défendre? Au fond, cette question nous renvoie à une fragilité que nous connaissons tous, que nous connaissons bien, et si elle a suscité un intérêt, c'est peut-être parce qu'elle suscite aussi en nous une forme d'inquiétude. Savons-nous encore ce que nous avons à défendre? Croyons-nous encore avoir en commun l'idée de ce que nous voulons défendre? Ne sommes-nous pas aussi devant une menace non pas seulement extérieure, mais la menace d'un effondrement intérieur, de l'effondrement de la conscience que nous aurions de ce que nous avons en commun? Au fond, sur le terrain de la culture, sur le terrain de la conscience de ce qui nous tient ensemble, sur ce terrain-là, nous le savons bien, nous sommes aujourd'hui face à une difficulté majeure. De fait, nous faisons toujours comme si la question de la culture n'était pas primordiale. Nous faisons toujours comme si la culture était un sujet accessoire, un sujet périphérique, comme si la culture était une question superficielle ou superflue. Et nous l'avons bien vu d'ailleurs, à travers la manière dont notre société tout entière a arbitré ses priorités face à la crise du coronavirus. Toute crise agit toujours comme un révélateur. Et en l'occurrence, cette crise a témoigné de ce que nous considérions comme étant des priorités essentielles. Nous avons maintenu ouvert tout ce qui touchait à la nécessité de la consommation immédiate, tout ce qui touchait à la nécessité essentielle, évidemment, de nos besoins vitaux, des besoins de nos corps, et nous avons laissé fermer tout ce qui tenait à la culture, tout ce qui tenait à la parole, tout ce qui tenait au discours, à la lecture. Et à travers ce choix collectif, je ne formule pas là une critique politique, je me borne à lire un choix de société tout entière, car je crois que c'en était un. Notre société a regardé pendant longtemps la culture comme une question marginale, comme une question périphérique. Or, de fait, ce vide que nous avons ainsi suscité ne peut manquer d'être rempli par le contraire de la culture, c'est-à-dire la barbarie. Ce désintérêt pour la culture, et j'appelle ici culture dans le sens le plus large du terme, tout ce qu'une génération peut transmettre à une autre. Ce désintérêt pour la culture, appelons ici culture tout ce que les êtres humains peuvent sécréter par leurs interactions et construire pour pouvoir l'offrir à ceux qui les suivront. Ce désintérêt pour la culture, nécessairement, devait être suivi d'une forme de retour, de résurgence, de la violence, parce que ce désintérêt pour la culture ne pouvait qu'être l'occasion de laisser s'éroder en nous le sens d'une culture commune, le sens de ce que nous avons en commun, le sens de ce que nous partageons et de ce qui peut nous lier les uns aux autres. Dans la question de la culture, il y a en tout premier lieu ces connaissances fondamentales qui nous permettent d'entrer en relation et de faire de nos désaccords, de nos rencontres parfois conflictuelles, l'occasion d'une conversation et non pas d'une confrontation. Il y a bien sûr le langage, la langue, la capacité de parler la même langue. Il y a dans cette langue le sens que nous donnons aux mots et l'arrière-plan historique qu'il faut pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu dans ce qui est prononcé. Il y a les éléments fondamentaux d'une rationalité que la science peut nous transmettre et qui nous permet d'avoir, à travers la compréhension de l'ordre de grandeur et des ordres de mesure, à travers la connaissance de ce qui fait une déduction et une argumentation solide, la possibilité d'une conversation bien au-delà parfois du terrain scientifique et du terrain déductif. Il y a dans la culture et dans la connaissance la capacité de se repérer dans le temps et dans l'espace, de se situer ainsi par rapport aux autres, à tous ceux qui nous entourent et à la communauté de laquelle on participe. Il y a la compréhension de ce qui fait le corps collectif qui constitue une nation. Et voilà tout ce que, au fond, nous n'avons pas su transmettre. Vous l'avez rappelé, mon commandant, mon premier acte public, mon premier acte politique, si j'osais, a été, comme professeur de philosophie, de témoigner, peut-être même devrais-je dire, de crier mon inquiétude devant la crise éducative majeure que notre pays traverse. Et je suis frappé de voir à quel point notre actualité se concentre sur des sujets de très court terme, alors que la seule véritable urgence, qui est l'urgence du long terme, nous ne savons pas la prendre en compte, nous ne savons pas la considérer. Nous avons consacré des heures et des heures de polémiques politiques interminables sur le retard de notre pays dans la stratégie vaccinale. Et oui, c'est vrai, notre pays est en retard dans la stratégie vaccinale. Mais la stratégie vaccinale se rattrape. Si nous avons 1 mois de retard, si nous avons 2 mois de retard, et nous ne manquerons pas de rattraper ce retard. Et de fait, à l'échelle des décennies, ce retard paraît bien accessoire.
Comment se fait-il que nous n'ayons pas consacré autant de notre attention collective à la parution des dernières enquêtes qui ont montré que notre pays était le dernier en Europe dans l'enseignement des mathématiques? Voilà un sujet majeur. S'il ne s'agissait que des mathématiques, on pourrait considérer qu'il s'agit là d'un cas particulier, mais non, nous le savons très bien. Les mathématiques sont évidemment l'indice d'un échec plus global qui est aussi parfaitement documenté par la statistique publique, celle du ministère de l'Éducation nationale, dans des domaines aussi variés que la transmission de la langue. Nous savons qu'aujourd'hui, un jeune Français sur 5 à 18 ans, nous le savons grâce à vous, grâce à la journée de défense et de citoyenneté, qui est l'occasion de faire un test de lecture grandeur nature sur toute une génération. Un jeune Français sur 5 à 18 ans, nous disent les statistiques officielles, a du mal à lire le français à sa majorité. Nous savons que, au fond, dans tous les savoirs fondamentaux, nous sommes aujourd'hui en difficulté pour transmettre ce qui fait la condition pour qu'un jeune puisse entrer dans la société d'une manière qui soit bénéfique, positive, pour qu'il puisse contribuer à la vie de la société. Et ceci ne peut pas manquer de déboucher sur une crise majeure. En disant cela, je ne nie pas la spécificité du phénomène djihadiste auquel il nous faut faire face, je ne nie pas la réalité des menaces qui évidemment nous entourent et la réalité de la projection que ceux qui voudraient nous abattre organisent et instrumentent pour pouvoir mettre à mal notre unité nationale. Il n'en reste pas moins que si nous voulons leur faire face, encore faut-il que nous puissions avoir quelque chose à répondre, que nous puissions transmettre à tous les jeunes de notre pays, à tous les citoyens en devenir, à tous ceux qui le sont aujourd'hui, la conscience de ce que nous avons en commun, la conscience de ce que nous avons en commun à défendre. Et voilà pourquoi le défi me paraît être avant tout, peut-être, culturel, intérieur. Qu'avons-nous encore à défendre? C'est la raison, au fond, pour laquelle cette question nous est posée. Si nous sommes en difficulté dans la transmission des connaissances, ça n'est pas par accident, ça n'est pas parce que nous aurions échoué, faute de technique ou de savoir-faire, faute de moyens. Bien sûr, il y a des problèmes de technique, bien sûr, il y a des problèmes de méthode, bien sûr, il y a des problèmes de moyens. Mais le vrai problème, au fond, le vrai défi, au fond, la véritable crise, elle est d'abord intérieure. Nous le savons bien, cette question de la transmission touche à la manière dont nous regardons nous-mêmes, ou à la manière plus exactement dont nous ne savons plus nous regarder nous-mêmes, dont nous ne savons plus nous voir comme un nous, c'est-à-dire comme une existence collective. Nous vivons la montée de l'individualisme, le développement de cette société liquide dont parlait le sociologue Zygmunt Bauman, c'est-à-dire de la fragilisation de tous les liens, de l'érosion, de la liquéfaction des liens qui unissent les personnes les unes avec les autres. Et la crise que nous vivons aujourd'hui, cette crise sanitaire, montre aussi à quel point la solitude est un grand mal de notre temps, parce que précisément les liens entre nous se sont à ce point érodés. Nous vivons la montée de cette forme de consumérisme, d'une relation à l'existence qui ramène tout à l'intérêt individuel, qui ramène toute décision à un calcul intéressé. Et la politique elle-même, comment ne pas être frappé de ce qu'il est devenu normal d'analyser la politique et les comportements des acteurs politiques aujourd'hui comme un simple jeu de posture ayant pour seul et unique but d'accéder au pouvoir ou de se maintenir au pouvoir. Comment se fait-il que tous les jours, dans tous les médias, il soit normal de regarder les décisions des responsables publics comme étant toujours l'effet d'une tactique individuelle plutôt que d'une volonté de servir quelque chose qui nous est commun? Nous nous sommes habitués à cet état de fait. Et en disant cela, je ne porte pas de jugement moral sur les responsables politiques. Je dis simplement par là que nous n'avons plus conscience que quelque chose de commun peut mériter notre engagement et peut même, pourquoi pas, mériter le fait que nous donnions notre vie à ceux qui la dépassent infiniment. J'ai été tellement frappé de voir, comme le philosophe Olivier Rey, qui a publié sur ce sujet un petit essai stimulant tout récemment, L'idolâtrie de la vie, j'ai été frappé de voir là encore, à l'occasion de la crise du coronavirus, à quel point la vie humaine, la vie individuelle, apparaissait désormais comme le seul tout possible, comme le seul absolu possible. Le chef de l'État le disait dans un entretien récent, et là encore, je ne me place pas sur le terrain de la politique politicienne, j'essaye de regarder notre société vivre. Il le disait, et je crois qu'il se faisait avec ces mots le porte-parole de ce que notre société profondément pense aujourd'hui. Rien n'est plus important que la vie humaine, rien n'est plus important que la vie individuelle. Et c'est la raison pour laquelle il faut tout organiser dans notre société, il faut prendre toutes les décisions pour préserver une vie humaine. La culture du risque zéro vient immédiatement de ce que nous ne croyons plus que quelque chose puisse dépasser en importance cette existence individuelle.
C'est cela qui aussi fait perdre son sens, je le disais, à tous les engagements collectifs et en particulier, bien sûr, malheureusement, à l'engagement politique vu comme une succession de postures, vu comme le règne de la communication, comme si au fond tout ce que nous faisons devait nécessairement être l'objet d'un calcul. Et je suis frappé moi-même, étant aujourd'hui engagé sur le terrain politique, de voir à quel point tout y est analysé, à quel point nos propres décisions elles-mêmes seront toujours regardées comme l'effet de ce calcul. Nous vivons une forme de règne de la communication, à travers cela, la transformation de la société en marché, la transformation de la politique en marché, y compris dans les valeurs que nous invoquons, et l'omniprésence de ce lexique des valeurs, qui me paraît en fait être un lexique très profondément relativiste. Les valeurs sont le produit d'une évaluation qui fluctue évidemment avec les besoins et les intérêts. Les valeurs sont ce qui s'évalue sur un marché, et il y a une bourse des valeurs, et de fait, ce terme lui-même, même lorsqu'il voudrait décrire des réalités morales, est emprunté à l'univers commercial. Eh bien, dans ce lexique même apparaît une espèce de vacuité qui désigne ce vide intérieur. J'étais frappé en relisant ces quelques lignes tout récemment de Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. J'étais frappé de trouver dans son diagnostic quelque chose qui parle à notre temps aussi. « Il n'est pas de mon sujet, écrit Rousseau, de montrer comment naît tant d'indifférence pour le bien et le mal, avec de si beaux discours de morale. Comment tout se réduisant aux apparences, tout devient factice et joué. Honneur, amitié, vertu, et souvent jusqu'au vice même, dont on trouve enfin le secret de se glorifier. Comment, en un mot, demandant toujours aux autres ce que nous sommes, et n'osant jamais nous interroger là-dessus, au milieu de tant de philosophie, d'humanité, de politesse et de maximes sublimes, nous n'avons qu'un extérieur trompeur et frivole, de l'orgueil sans vertu, de la raison sans sagesse et du plaisir sans bonheur. » Au fond, il me semble qu'il y a dans cette description mélancolique et bien triste quelque chose qui rend cette question inquiétante. Qu'avons-nous encore à défendre ? Si cette question se pose à nous, c'est parce que nous nous sentons vides de réponse, et peut-être cette question ne pouvait se poser que parce que sa réponse nous paraissait si lointaine. Que nous reste-t-il à défendre ? Qu'invoquons-nous lorsque nous avons besoin d'évoquer quelque chose comme une valeur incontournable, comme un absolu ? Eh bien, nous parlons de ces valeurs de la République qui nous paraissent si importantes. Nous parlons de ce que nous voulons préserver, de ce que nous voulons cultiver, et en particulier de cette liberté dont nous voyons bien qu'elle est aujourd'hui menacée. Nous parlons, avec l'attentat qui tout récemment a touché le professeur Samuel Paty, de cette nécessité de défendre de manière inconditionnelle la liberté d'expression et la liberté de conscience, et nous avons raison de tenir à ce combat. Mais je crois qu'il y a là encore quelque chose qui témoigne d'une difficulté, quelque chose qui appelle un dépassement. Comme si, pour toute valeur transcendante, nous n'avions plus à proposer que le règne de l'ironie, que, au fond, la consécration de la caricature. Mais je crois malgré tout que nous ne pouvons pas nous arrêter à la simple caricature comme la seule proposition que nous pourrions faire à des jeunes de ce que nous avons à défendre, de ce que nous avons à partager. Bien sûr, la France est le pays de la caricature, la France est le pays de l'ironie, la France est, depuis Rabelais, depuis Voltaire, le pays d'une liberté d'expression qui n'a jamais eu peur de s'attaquer aux puissants, qui n'a jamais eu peur de défier l'oppression. Bien sûr, et nous devons absolument défendre cela. Mais si nous croyons à la liberté d'expression, et si nous croyons au caractère inconditionnel de la liberté d'expression et de la liberté de conscience, c'est d'abord et ce doit d'abord être parce que nous croyons à la valeur infinie de la conscience, parce que nous croyons au principe absolu que doit représenter le respect pour une certaine idée de l'homme. Et cette certaine idée de l'homme, voilà ce qu'il nous faut sans doute réapprendre aujourd'hui à formuler. De fait, nous nous trouvons d'une certaine manière dans une situation d'impasse parce que nous ne savons plus dire ce que nous avons à défendre, parce que nous ne savons plus proposer quelque chose comme une transcendance qui offre à tous les jeunes, qui qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur histoire, parce que cela est indifférent, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, la possibilité de partager un destin commun et de s'inscrire dans une aventure collective. Lorsque j'étais encore moi-même enseignant, j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes collègues, dans des quartiers plus difficiles, dans des zones urbaines sensibles, où j'étais alors que la guerre en Syrie battait de son plein. Et nous étions alors incités, comme professeurs, à tout faire pour dissuader ceux qui, parmi nos élèves, pouvaient être tentés de rejoindre les rangs de l'État islamique à l'époque. Et je me souviens très bien
ce qui nous avait été distribué d'éléments de langage, d'outils de communication pour parler à des élèves qui auraient été aspirés par la spirale de la radicalisation. Le premier de ces éléments de langage qui nous étaient proposés, le premier outil de communication consistait à alerter ces jeunes sur le danger que représentait pour eux ce voyage et cet engagement. Et il fallait leur dire, et nous avions même publié, nous avions eu à diffuser des photographies, des images avec ce slogan qui disait fondamentalement « Si vous allez en Syrie, c'est très dangereux, vous pourriez y mourir ». Et en moi-même, je me disais, je crois que nous n'avons pas compris que ce à quoi aspirent ces jeunes, c'est une raison de vivre, et fondamentalement une raison de vivre. Quand on est jeune, c'est aussi une raison de donner sa vie. Ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'une raison de mourir, c'était peut-être exactement ce que, de manière atroce et infâme, leur proposait la promesse destructrice du djihadisme. J'avais lu avec sidération le récit des entretiens, le compte-rendu des échanges qui avaient été entièrement repris et dont des extraits avaient été publiés dans la presse entre Mohamed Merah et le policier chargé de négocier avec lui avant qu'ait lieu l'assaut qui devait lui coûter la vie. Et Mohamed Merah parlait avec ce policier qu'il connaissait auparavant parce que c'est lui qui l'avait débriefé à son retour en France lorsqu'il était parti rechercher précisément des proximités islamistes. Et il se livrait d'une certaine manière à ce policier avec la franchise de celui qui parle une dernière fois à une relation déjà connue. Et Mohamed Merah disait à ce policier « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, j'aime la mort comme vous, vous aimez la vie. » Cette formule, qui vient de loin en réalité, qui a une histoire et qui trouve son écho dans des épisodes historiques anciens, cette formule dit quelque chose, évidemment, de la promesse destructrice du terrorisme djihadiste, mais elle dit aussi quelque chose de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'aime la mort comme vous, vous aimez la vie. Au fond, ce que Mohamed Merah avait cherché, il le disait d'ailleurs exactement en ces termes, ce qu'il avait cherché plus que tout, en partant trouver des terroristes qui pourraient l'initier, c'était une fraternité. J'ai cherché des frères, disait-il. J'ai cherché des frères dans la mort, des frères dans le fait de détruire et de tuer, mais au fond, toujours une fraternité. Savons-nous offrir une fraternité? Sommes-nous capables d'offrir à ces jeunes qui grandissent en France une raison de vivre, c'est-à-dire aussi une raison d'engager leur vie et peut-être de donner leur vie, non pas en mourant bien sûr, mais de donner leur vie, c'est-à-dire de sacrifier quelque chose de leur propre existence pour accomplir un but qui pourrait la dépasser. Il me semble que c'est, derrière cette question, le défi majeur qui est posé à notre société aujourd'hui. Le reste est presque anecdotique. La question de savoir comment nous allons sortir de la crise du Covid, la question de savoir ce que nous allons faire de la dette et comment nous la rembourserons, le sujet de savoir comment lutter contre le chômage et le chômage de masse, tout cela, ce sont des questions techniques. Bien sûr, elles sont fondamentales, elles sont très importantes. Mais nous voyons bien que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins parce que ce qui est en jeu, c'est la possibilité même de dire encore nous et de défendre encore quelque chose en commun. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut renouer avec le sens de ce que nous avons en commun. Et je soulignerai peut-être simplement 3 éléments qui me paraissent fondamentaux pour essayer de répondre à cette question, ou tout du moins, à défaut d'y répondre, car ce serait bien ambitieux, pour décrire des lignes directrices dans lesquelles il me semble que nous avons aujourd'hui à nous engager et à creuser un sillon qui nous conduira à reconstruire ensemble l'unité de notre société et la conscience collective à travers cela de ce que nous avons à défendre. D'abord, il me semble que nous devons montrer que ce qui nous lie est plus grand que chacun d'entre nous. Ce qui nous lie, c'est ce qui nous a fait. Un héritage, une mémoire partagée, une histoire en commun. Cette histoire, nous l'avons trop longtemps décrite seulement comme étant coupable, comme étant faite de zones d'ombre. Et nous avons considéré comme douteux, comme dangereux, comme inquiétant tout ce qui pouvait nous servir à décrire cette unité de notre société tout entière. Le terme d'identité est devenu sulfureux, le terme de nation nous a paru dangereux. Tout cela, au fond, nous l'avons mis à distance, tout cela,
nous l'avons regardé avec défiance. Et pourtant, notre société ne commence pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas les propriétaires de ce qui nous a construits. C'est ce que j'avais tenté de dire très humblement dans Demeure. Il me semble que nous héritons d'une réalité collective qui a fait de nous ce que nous sommes, qui a fait notre propre conscience du monde, le regard que nous portons sur lui, et qui n'est pas à notre disposition. La réalité n'est pas plastique indéfiniment. La réalité n'est pas disponible à la décision politique. La réalité est précisément quelque chose qui nous résiste parce qu'elle est substantielle. Res, le mot latin « chose », donne à la fois le terme de réalité et l'idée de résistance. Il y a justement, dans cette existence collective qui ne date pas d'aujourd'hui, un élan qui nous précède et qui résiste aussi en nous, qui résiste, et c'est une bonne nouvelle, à nos errements, à nos oublis, à nos aveuglements d'aujourd'hui. Renouer avec cette histoire, ça n'est pas assumer une forme de roman national. J'ai toujours trouvé pour ma part assez curieux cette expression, comme s'il fallait une fiction pour reconstruire notre attachement à ce qui fait une nation, car le roman est fiction, et c'est la raison pour laquelle nous aimons nous y plonger. Non, nous avons simplement à retrouver le sens de ce qui a fait notre histoire, le sens de ce qui fait cet élan qui nous porte jusqu'à aujourd'hui. Une société, écrivait Auguste Comte, une société est faite de plus de morts que de vivants. Et je crois qu'il y a là sans doute une première piste qui doit nous guider. C'est toujours dans notre histoire que nous pourrons retrouver ce qui nous poussera vers l'avenir. Nous avons ce débat français devant nous, mais c'est aussi un débat européen. Et je le vois tous les jours dans nos discussions parlementaires. Il est très frappant de voir que nous avons construit l'Europe sur une forme d'oubli volontaire, sur un défaut de mémoire. Comme si l'Union européenne devait être le nom d'une création ex nihilo qui regarderait comme dépassé tout ce qui l'avait précédé, comme si le but de notre construction politique d'aujourd'hui, c'était de tourner la page d'une histoire qui ne serait faite que d'errements, d'erreurs et de violences et de conflits. Nous en avons connu évidemment un symptôme parfaitement clair lorsque, dans le débat sur la Constitution pour l'Union européenne, notre pays avait d'ailleurs été au premier rang dans cette voie, et c'était à l'époque notre famille politique qui était aux responsabilités. Vous le voyez, je ne fais pas ici de politique partisane. C'est notre pays qui était intervenu avec la voix la plus forte pour refuser que soient inscrites dans la Constitution les racines de l'Europe. Comme si, au fond, il fallait se détourner de nos racines pour nous projeter dans l'avenir. Comme si il fallait refuser de nommer ce qui nous a fait pour pouvoir inventer notre liberté de demain. Comme s'il fallait déconstruire notre passé pour pouvoir être des êtres neufs et capables d'inventer quelque chose qui soit nouveau. La vérité, c'est qu'il est impossible de se projeter dans l'avenir si l'on ne trouve pas dans l'histoire ce qui peut animer notre élan. La vérité, c'est que toute personne qui a un jour planté un arbre sait à quel point il est fondamental que les racines soient vivantes si l'on espère encore la sève. Et lorsque, dans sa réponse sur ce sujet, encore tout récemment, le président de la République affirmait que ce qui l'intéressait, ça n'était pas le passé mais l'avenir, que ce qui l'intéressait dans ce débat sur les racines de l'Europe, ça n'était pas les racines mais c'était la sève, il me semble que nous ne devrions pas avoir à choisir entre les deux, que nous ne pouvons pas choisir entre les deux. Être capable de s'inscrire dans le temps long, voilà ce qui refera notre force, voilà ce qui nous permettra d'écrire ce chant d'amour à une histoire qui peut encore être entonné par des jeunes, je le redis, par des enfants d'aujourd'hui, quelle que soit leur propre histoire, s'ils veulent participer de cette aventure collective. Car ce qui fait l'identité de la France, c'est qu'elle a toujours refusé de définir précisément son identité, sa spécificité sur la base d'une ethnicité. Ce qui fait l'identité de la France, c'est qu'elle a toujours porté de manière singulière cette idée universelle qui l'a fait particulière, j'y reviendrai pour conclure, mais avec le sens de la possibilité pour tous ceux qui veulent la rejoindre d'épouser pleinement ce qu'elle est et de devenir français. Ce qui fait la singularité de la France, c'est cette Légion étrangère, par exemple, qui est régiment unique au monde aujourd'hui,
a su attirer dans le monde entier des soldats qui sont devenus français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Et voilà, au fond, je crois, ce que nous devons retrouver, le sens d'un élan qui nous porte de très loin dans notre histoire et qui peut donner encore envie aujourd'hui à tant d'autres d'être rejoints. Oui, il y a une culture française. Oui, il y a une identité de la France. Et oui, si la France est le pays dans lequel les touristes, un peu moins maintenant bien sûr, ont toujours rêvé de venir, si la France est le pays le plus fréquenté dans le monde entier par le tourisme international, c'est parce que le monde entier sait qu'il y a une culture française, quand la France est parfois la dernière à s'enfermer dans le déni d'elle-même. S'enraciner dans le temps long, c'est aussi se projeter dans le temps long. Et je crois que c'est le deuxième élément qui me paraît fondamental, la capacité de s'engager vers l'avenir. Nous le voyons aujourd'hui, nous sommes, je le crois, à la croisée des chemins dans l'histoire de la mondialisation. Nous arrivons à un tournant sur le plan géostratégique, géopolitique, sur le plan tactique. Notre ami Arnaud Danjean, avec qui j'ai le grand honneur d'être élu au Parlement européen, en parlerait bien mieux que moi avec l'expertise qui est la sienne, mais je le constate tous les jours. L'Europe et la France sont à la croisée des chemins. Nous vivons la fin de l'histoire, nous vivons le retour de l'histoire, je le disais tout à l'heure. Nous voyons monter des tensions géopolitiques que nous ne soupçonnions pas il y a encore quelques années. Nous voyons de grands blocs affirmer leur capacité d'autonomie, leur capacité d'action, leur puissance, et disons-le, affirmer cette puissance avec des modèles extrêmement différents du nôtre. Nous voyons le défi que représente aujourd'hui, pour nous, la confrontation entre la Chine, les États-Unis, ces grands blocs qui se font face, et au-delà de la menace islamiste, nous voyons bien à quel point nos sociétés sont au cœur de toutes les influences qui cherchent, d'une certaine manière, à exercer sur elles des forces centrifuges qu'il nous faut encore maîtriser. Dans cette perspective et dans ce défi, l'un de nos grands talons d'Achille me semble être précisément, par l'oubli de notre histoire, une forme de court-termisme dont nous avons peine à sortir. Je le disais tout à l'heure, la crise du coronavirus aura montré sans doute comme jamais le règne des chaînes d'information en continu. Nous sommes en permanence le nez fixé sur le dernier événement, la dernière statistique, la dernière mesure qui sera pourtant changée probablement quelques jours après avoir été annoncée. Et dans cette espèce de passion pour l'immédiateté, nous avons perdu le sens des médiations, des transmissions. Nous avons perdu aussi le sens du long terme vers lequel il faudrait nous projeter. Un diplomate chinois avec lequel j'avais l'occasion d'échanger récemment me disait « Votre propre danger, votre propre difficulté, c'est que vos responsables publics travaillent pour le sondage qui va tomber dans 15 jours, alors que nous travaillons sur une échelle de 1000 ans. » Sans doute s'exagérait-il, évidemment, notre fragilité aussi bien que sa puissance. Il n'en reste pas moins que dans sa remarque se jouait quelque chose que je crois décisif. Parce que nous avons perdu le sens de l'histoire longue, nous avons aussi perdu le sens de ce que l'avenir est long. Et nous avons tant de mal à nous projeter dans un avenir qui appelle de notre part une stratégie concertée, une décision collective qui suppose que nous puissions identifier ce que, dans cette nouvelle donne mondiale, nous avons vraiment à défendre. L'Union européenne s'est construite sur l'idée que, précisément, le monde allait, par l'uniformisation que je décrivais tout à l'heure, être exposé à de moins en moins de conflits, de moins en moins de rapports de force. Sans aucun doute aussi, ce XXe siècle traumatisant sur les ruines desquelles elle est née, a-t-elle vacciné l'Europe contre le vocabulaire de la puissance? Nous ne savons plus parler le langage de la puissance. Nous ne savons plus parler le langage de la défense de quelque chose que nous aurions à faire peser dans la balance. Et c'est la raison de cette incroyable naïveté, naïveté de l'Europe dans le monde, et n'ayons pas peur de le reconnaître aussi, naïveté de la France en Europe. Tant d'occasions de développer ce point pourraient nous être offertes si nous en avions le temps, mais vous en avez tous, j'en suis sûr, dans vos parcours respectifs, avec vos compétences, vous en avez tous déjà fait le constat. Il me semble qu'aujourd'hui, le rendez-vous pour l'Europe, le rendez-vous pour la France est cette sortie de la naïveté qui suppose, je le redis, de renouer avec le long terme et de réapprendre à se projeter dans l'avenir. Se réinscrire dans une histoire, reprendre en considération le temps long, voilà deux défis majeurs. Il ne s'agit pas de réponse, encore une fois, mais peut-être simplement d'ouverture à des réflexions qui doivent maintenant, me semble-t-il, être menées de toute urgence, car c'est la seule véritable urgence. Enfin, le troisième et dernier élément, et je terminerai par là, au fond, il me semble que ce que nous avons à défendre, que ce que nous avons à sauver aujourd'hui, et c'est sans doute
le plus important, le plus décisif, c'est la possibilité même du nous. C'est le sens de cette capacité d'agir ensemble et même de cette volonté d'agir ensemble. Que voulons-nous encore défendre? Nous devons d'abord défendre le fait même que ce nous existe. Nous devons d'abord défendre le fait que ce nous veuille vouloir défendre quelque chose. Voulons-nous encore vouloir quelque chose? Friedrich Nietzsche avait fait de la volonté de puissance, de la volonté vers la puissance, la grande maxime qui expliquerait le tout de l'histoire humaine. La volonté de pouvoir, la volonté de vouloir. Voulons-nous encore vouloir quelque chose? Il me semble que c'est là ce qui appelle la réflexion la plus urgente. Pendant la campagne européenne, un des concurrents de la campagne, un autre candidat avait eu ce mot que j'ai trouvé extrêmement juste et très estimable, d'ailleurs dans l'honnêteté intellectuelle qu'il témoignait. Il avait dit « Je me sens bien sûr français, mais je me sens plus proche, moi qui suis membre d'un milieu parisien inclus dans la mondialisation, je me sens finalement plus proche de n'importe quel autre urbain métropolitain inclus dans la mondialisation, je me sens plus proche d'un New-Yorkais ou d'un Berlinois que d'un habitant de Limoges ou de quelqu'un qui vit de l'autre côté du RER qui pourtant passe à côté de chez moi. » La crise des Gilets jaunes, la fracturation de la société, la montée des tensions sociales, la montée de la conflictualité sociale. Et de la même manière aussi, je le redis, la menace djihadiste et sa capacité de séduction, la montée de l'islamisme et de la radicalisation et la tentation qu'elles exercent sur tant d'esprits aujourd'hui en France. Et les symptômes sont tellement nombreux, les difficultés, n'ayant pas peur de le dire, sont tellement fréquentes et permettent de prendre la mesure aujourd'hui, ne serait-ce qu'après la mort de Samuel Paty, du fait que nous avons encore tant de mal à partager quelque chose comme un nous collectif. Tout cela, c'est autant de recoupements, autant de signaux faibles ou forts qui indiquent que l'existence même de ce nous est en difficulté. Nous avons besoin de nous réinscrire dans une histoire, nous avons besoin de nous projeter dans le temps long, mais nous avons aussi besoin, et peut-être même d'abord, de réapprendre ce qu'est ce nous, ce qu'est cette existence collective, ce qu'est la réalité politique finalement. La possibilité même d'être une cité. Non pas seulement de vivre ensemble au sens de vivre les uns à côté des autres sans se faire trop de mal, mais la possibilité de délibérer ensemble, de dialoguer ensemble, d'exprimer nos désaccords et d'éprouver des divergences sans se regarder comme des adversaires, comme des ennemis, sans rentrer en conflit. La possibilité de prendre le temps de la discussion pour pouvoir former une décision collective qui soit vécue comme collective. Cela même, encore une fois, je le répète, est en jeu aujourd'hui. Au fond, ce que nous avons perdu, c'est le sens de ce nous, c'est-à-dire le sens de ce qu'une société est plus qu'une addition d'individus. Une société est plus que la somme de ses parties. Exactement comme disait Saint-Exupéry, une maison est beaucoup plus que l'addition des pierres qui la composent. Aimer sa maison, ça n'est pas aimer chacune des pierres qui la composent, c'est aimer le tout. Ce qui compte, dit Saint-Exupéry, c'est un certain arrangement des choses. C'est la manière dont les choses s'arrangent, la façon dont elles se disposent. Ce qui compte, c'est un certain arrangement des choses. Les choses, dit Saint-Exupéry, les choses, je m'en fous, elles subsisteront. Ce qui compte, c'est un certain arrangement des choses. L'amour de la maison, c'est le début de la vie de l'esprit, écrit Saint-Exupéry. Dans la lettre au général X, lettre à un général inconnu qu'on retrouvera dans ses papiers après sa mort, lettre qu'il n'avait jamais envoyée, restée à l'état de brouillon et qui, parce que personne n'aura jamais su à quel général elle était destinée, 3 ou 4 généraux s'en sont disputés l'objet, a fini par être publiée par les éditions Gallimard sous le titre de lettre au général X. Cette lettre, me semble-t-il, dit tout du défi dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut absolument parler aux hommes. Que faut-il dire aux hommes? Saint-Exupéry, nous sommes en 1943, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, est engagé contre le nazisme. Il a décidé de tout donner, évidemment, et il donnera tout, et il donnera sa vie, évidemment, pour mettre fin à cette menace immense qui est sur le point d'engloutir l'Europe,
la menace du totalitarisme nazi, mais avec une lucidité immense, Saint-Exupéry écrit que lorsque le nazisme aura été vaincu, lorsque le totalitarisme aura été défait, alors restera le combat le plus important, qui est celui de savoir de nouveau ce que nous avons en commun, de savoir de nouveau ce qui nous lie les uns aux autres, de savoir reconstituer cet arrangement des choses. On ne peut plus vivre uniquement, écrit Saint-Exupéry, on ne peut plus vivre uniquement de publicité, de frigidaire et de jeux de la belote. Il nous faut quelque chose de plus grand. Et c'est cette grandeur de l'existence collective d'une nation qui, me semble-t-il, doit être retrouvée aujourd'hui et qui ne s'impose plus d'évidence. Et c'est la raison, au fond, pour laquelle, de manière si singulière, c'est la raison pour laquelle la société vous demande tant. C'est la raison pour laquelle elle attend tant de vous, vous qui incarnez l'engagement militaire. Il m'arrive souvent de rencontrer des officiers, des militaires qui s'étonnent de ce qu'aujourd'hui on voudrait que nos armées viennent réparer tout ce qui est défait à l'intérieur de notre société. Nous rêvons, avec une forme de nostalgie, du retour du service national. Nous rêvons que la défense puisse, en intégrant tous nos jeunes, leur réapprendre cette expérience du collectif, cette existence collective, leur réapprendre à être un nous. Et parfois, évidemment, les militaires se plaignent de ce qu'on ne les laisse pas faire leur métier, de ce qu'on ne comprend pas, que leur véritable métier, c'est celui que la nation a confié à nos armées, celui de préparer la défense de notre pays, notre sécurité pour garantir la paix. Après tout, n'est-ce pas cela que nous avons à défendre ? Mais non, ce que nous voudrions que nos armées défendent, c'est aussi peut-être le sens de ce nous que vous incarnez aujourd'hui. Porter l'uniforme, choisir aujourd'hui l'engagement militaire, c'est accepter de s'engager pour une réalité plus grande que sa propre vie. C'est accepter de s'engager, bien sûr, pour des valeurs, pour la paix, pour la sécurité. C'est accepter de s'engager, bien sûr, pour des intérêts collectifs. C'est accepter, et c'est sans doute d'abord cela qui compte, de s'engager pour un pays, de s'engager pour la nation. Celui qui s'engage ainsi s'engage pour une réalité particulière. On ne défend pas abstraitement la paix, ni la sécurité, ni la justice dans le monde. On s'engage pour le succès des armes de la France. On s'engage pour son pays, dans l'armée de son pays. On s'engage donc, même si ce pays a une relation singulière avec l'universalité, on s'engage pour un destin particulier, le destin collectif d'une nation qui mérite d'être prolongée parce que cette histoire est belle et qu'elle a encore quelque chose à dire au monde qui nous entoure, qu'elle peut encore servir l'équilibre de ce monde. Voilà ce que disent ceux qui acceptent de porter l'uniforme. Bien sûr, ils ne disent pas qu'ils veulent mourir pour leur pays, ça n'est pas là leur but. Ils n'aiment pas la mort, ils aiment la vie, bien sûr. Et ils ne sont en cela pas du tout semblables à la violence terroriste qui, lorsqu'elle frappe, justement, n'ayant pas d'autre but tactique que de détruire et de tuer, n'est plus une réalité politique, n'est plus la réalité qu'une nation exprime en s'engageant collectivement dans une opération militaire. Non, le militaire ne s'engage pas pour mourir, mais il sait qu'il s'engage, qu'il engage sa vie et que sa vie est mise en risque d'une manière particulière. Pour le militaire, la mort n'est pas un accident du travail. Elle a quelque chose à voir avec le danger qu'il a accepté d'assumer en choisissant d'aller partout où la menace peut frapper l'existence même de la nation. Et c'est la raison pour laquelle l'uniforme fascine autant aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez tant à dire à notre pays aujourd'hui. Parce que ce pays qui ne sait plus ce qu'il a encore à défendre, ou plus exactement, qui n'arrive plus à dire ce nous qui pourrait vouloir défendre quelque chose que nous avons en commun, ce pays peut recevoir de vous l'enseignement magnifique de l'aspiration à donner ce que nous sommes pour quelque chose de plus grand que nous. Ce pays peut recevoir de vous
l'exemple d'un engagement que personne ne peut suspecter d'être calculé, d'être intéressé et d'être, au fond, étriqué. L'engagement que personne ne peut supposer n'être que pure communication. Voilà ce que notre pays peut recevoir de vous. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, il me semble qu'en venant ici, je ne venais pas d'abord vous faire une leçon, quelle qu'elle soit, mais au contraire vous dire ce qui me paraît le plus important, vous dire ce que nous devons tous éprouver à votre égard, ce qu'un pays entier qui, sans arriver parfois à trouver le mot pour le dire, éprouve à votre endroit, une infinie reconnaissance, parce que vous êtes pour nous aujourd'hui l'un des derniers signes de reconnaissance, l'un des derniers signes de reconnaissance de notre destin collectif. Par vous, nous nous reconnaissons, et nous reconnaissons qu'il y a quelque chose comme un nous qui vaut la peine que chacun des jeux qui sont ici s'engage avec sa liberté pour quelque chose qui le dépasse. Reconnaissance que nous éprouvons tous ensemble à votre endroit, et tout particulièrement à l'endroit de ceux qui tout récemment encore ont donné leur vie pour la France, au Mali. Je pense évidemment à ceux qui nous ont quittés tout récemment dans cette vague de morts au combat que nous avons vécu comme un deuil national encore et qui nous appelle à redire, avec des mots toujours nouveaux, l'infinie reconnaissance que nous avons pour ceux qui protègent cette existence collective qu'est notre nation et qui nous réapprennent à être une nation. C'est là sans doute ce que vous nous apportez de plus important, de plus essentiel et de plus beau aussi, et cela compte infiniment. Merci encore. Bonsoir Monsieur le député, chef de bataillon Efritikin de l'armée de terre. Carl Schmitt a souligné l'importance d'avoir un ennemi commun pour fédérer une nation, et la contrepartie c'est qu'il faut détruire cet ennemi commun. À l'heure actuelle, l'ennemi commun désigné, c'est le terrorisme islamiste. Sauf que les terroristes proviennent majoritairement de Français. Ne pensez-vous pas que cela risque de déboucher sur une accentuation des fracturations intercommunautaires qui sont déjà prégnantes au sein de notre pays? Merci beaucoup pour cette question. Elle me permet de revenir sur ce passage de notre réflexion de ce soir, qui me paraît effectivement décisif. La question, pardon, je crois, on m'a dit, j'allais l'oublier, qu'il faut que je répète la question, parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu, notamment ceux qui nous suivent à distance, la question que vous posiez. La question est, Carl Schmitt a dit que pour qu'une réalité politique existe, il fallait qu'elle désigne son ennemi et qu'elle le détruise. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le terrorisme islamiste, mais le terrorisme islamiste est porté, et c'est la particularité que je soulignais tout à l'heure, par des personnes qui sont, pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, de nos rangs, pourrait-on dire, et qui sont nées en France, qui ont grandi en France. N'y a-t-il pas là le danger d'une fracturation définitive de la société française? C'est la question que j'ai tenté de poser avec vous, et vous avez tout à fait raison de le dire. Je crois que si on devait retenir quelque chose de Carl Schmitt, il ne faut pas tout retenir de Carl Schmitt, parce que ce serait sans doute assez dangereux, mais si on devait retenir quelque chose de Carl Schmitt, ce serait effectivement la nécessité de désigner un ennemi. Vous connaissez peut-être cet épisode qui est resté célèbre dans les annales de la philosophie, de la soutenance de thèse de Jean Hippolyte. La soutenance de thèse de Julien Freund. Julien Freund soutenait sa thèse sur la dialectique hegelienne et sur la notion d'ennemi. À la fin de sa soutenance, de sa présentation, le professeur Jean Hippolyte, qui faisait partie du jury, lui pose cette question. Vous parlez d'ennemi, vous êtes obsédé par l'ennemi, vous voyez partout de l'ennemi. Mais enfin, voyons, et moi, si je veux n'avoir que des amis, il n'y a aucune raison que je sois contraint de désigner un ennemi. Et il y a là une contestation immédiate du propos de Carl Schmitt. Pourquoi faudrait-il avoir des ennemis? Et de fait, pendant très longtemps, nous avons voulu, je le disais tout à l'heure, ne plus avoir d'ennemis. Nous avons vécu avec l'idée de la fin de l'histoire, avec l'idée que nous ne pouvions plus avoir d'ennemis, et que désigner un ennemi, c'était provoquer la guerre, c'était provoquer le conflit. Raison pour laquelle nous avons préféré ne jamais désigner d'ennemis, ne jamais regarder d'adversaire.
C'est encore le cas aujourd'hui à bien des égards et face à bien des menaces. Je fais une petite excursion dans les sujets d'actualité, mais je suis fasciné de voir, par exemple, au Parlement européen, à quel point l'Union européenne a du mal à sortir de cette passivité, à sortir de cette naïveté, à reconnaître que oui, il existe des menaces et qu'elle doit les regarder en face. Je suis fasciné de voir la passivité avec laquelle nous accueillons, par exemple, le comportement très agressif, par exemple, de la Turquie aujourd'hui. Alors, non pas la France, qui a été en première ligne, grâce à vous, dans ces moments de tension qui ont marqué les derniers mois, mais l'Union européenne, elle, continue d'entretenir avec une forme de tranquillité sereine la fiction d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne, comme si au fond rien ne s'était passé. Et lorsque nous disons, mais regardez en face ce qui arrive, il faut peut-être répondre, eh bien, on nous rétorque systématiquement, vous êtes belliciste, vous voulez provoquer la guerre. Eh bien non. Et c'est la réponse que Julien Freund avait fait à Jean Hippolyte. Si quelqu'un vous désigne comme son ennemi, vous aurez beau ne pas vouloir avoir d'ennemi, il viendra vous faire la guerre. Et si vous préférez cultiver votre jardin, il viendra vous faire la guerre jusque dans votre jardin. Face à la menace islamiste, nous avons peut-être pendant trop longtemps péché par déni de réalité, parce que nous ne voulions pas nommer d'ennemis, parce que nous ne voulions pas désigner l'adversaire, parce que nous ne voulions pas mettre des mots sur la menace qui était en face de nous. Et que de temps il aura fallu pour que des responsables politiques acceptent de nommer la menace. Je crois que si nous avons quelque chose à retenir de Carl Schmitt, c'est la nécessité de nommer. Maintenant, vous avez parfaitement raison de le dire, la question qui se pose, c'est la question de savoir comment faire pour détruire l'ennemi. Et détruire l'ennemi, c'est en protéger, évidemment, tous ceux qu'il pourrait séduire, y compris dans notre pays. Il me semble que de ce point de vue-là, la réflexion que je tentais de partager avec vous est aussi un élément indispensable. En tout cas, les questions que je partage, les questions que, très humblement, j'ai tenté d'ouvrir ce soir, sont des questions qui me paraissent incontournables si nous voulons pouvoir vaincre cet ennemi. Si nous voulons vaincre cet ennemi, il faut commencer par remplir le vide qu'il remplit dans l'esprit et le cœur de tant de jeunes Français aujourd'hui. Si nous voulons vaincre cet ennemi, il faut commencer par accepter de transmettre à ces jeunes quelque chose comme un idéal collectif, de telle sorte qu'ils ne le chercheront plus par substitution dans celui qui leur est proposé par la promesse islamiste. Si nous voulons vaincre cet ennemi, il faut bien sûr employer des moyens militaires adéquats, des moyens sécuritaires indispensables. Il faut mettre en œuvre une réponse judiciaire adaptée. Mais à la fin, le défi majeur est et sera le défi culturel, le défi intellectuel, le défi intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes aussi devant cet enjeu absolument décisif si nous voulons pouvoir faire face à la menace terroriste, à la menace islamiste. On ne pourra pas répondre uniquement par des moyens sécuritaires à la radicalisation. On ne pourra jamais mettre un policier derrière l'épaule de chaque Français. C'est impossible. Le vrai défi, si nous voulons mettre fin à la radicalisation, c'est d'abord, encore une fois, d'avoir un autre récit à partager. Or, quel est notre récit aujourd'hui ? Il est, je crois, malheureusement, affecté par cette pauvreté que j'évoquais tout à l'heure, par ce vide qui me paraît être, en quelque sorte, peut-être la première menace. Au fond, l'ennemi est nécessaire, disait Carl Schmitt, mais plus nécessaire encore, sans doute, je le crois, le fait d'être conscient qu'à la fin, le pire ennemi d'une nation, c'est toujours ses propres faiblesses. Sun Tzu écrivait dans l'Art de la guerre, nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a de cela bien longtemps, Sun Tzu écrivait dans l'Art de la guerre que l'armée victorieuse, c'est celle qui est pleine et qui se jette sur ses adversaires comme une pierre se jette sur des œufs. Celle qui est animée par un élan, celle qui est animée par cette aventure intérieure dont elle a pleinement conscience, celle-là peut détruire l'armée qui lui fait face si l'armée qui perd est vide de substance et de contenu. Au fond, ton pire ennemi, c'est toujours toi-même, d'une certaine manière. Notre pire ennemi, ce sont toujours nos propres vides, nos propres lacunes, nos propres insuffisances. Et l'histoire des civilisations montre suffisamment
qu'une civilisation ne meurt jamais parce qu'elle a été attaquée et vaincue par ceux qui l'entouraient. Une civilisation meurt toujours parce que, d'une certaine manière, elle s'est laissée mourir parce qu'elle ne se croyait plus avoir de raison de vivre. Et je crois que, encore une fois, ce que je dis n'empêche pas de continuer de travailler avec toute l'énergie requise pour emporter des victoires militaires, pour consolider notre arsenal sur le plan de la sécurité, pour renforcer notre chaîne judiciaire. Tout cela est indispensable. Mais à la fin, nous ne gagnerons cette guerre et nous ne serons à la hauteur de ceux qui ont déjà donné leur vie pour que nous puissions la gagner que si nous savons de nouveau partager ce qui nous rendra plus forts, ce qui nous rendra forts enfin, ce qui fera la force de tous les jeunes Français, quels qu'ils soient, pour résister à la violence qui menace de nous diviser de manière définitive. Lieutenant Vaisseau-Vautroux, de la Marine nationale, vous nous parlez beaucoup de prise de conscience, de raison, et finalement, je vais citer un petit peu Kant. Kant nous rappelle que l'autonomie de la volonté, c'est un savant mélange de devoir et de raison. Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen n'a pas oublié qu'il devait? Est-ce qu'il n'a pas oublié qu'il y a des règles qui ont été établies par la nation? Et finalement, comment lui faire reprendre conscience de ses devoirs? La question qui est posée, que je répète encore une fois pour ceux qui sont à distance, la question qui est posée est, nous sommes décidément avec de brillants philosophes ce soir, si nous nous appuyons sur le propos de Kant, nous trouverons que toute réalité collective est évidemment l'articulation d'une liberté, d'une conscience, d'une raison, et puis de devoirs qui pèsent sur notre agir. La difficulté n'est-elle pas que dans la société d'aujourd'hui, les individus ont perdu conscience de leurs devoirs et perdu conscience que la nation imposait des devoirs? Évidemment, vous avez tout à fait raison de le dire. Je crois que, cependant, la vraie question est sur quoi se fonde le devoir, qui était la question kantienne par excellence. Comment fonder le devoir? Le risque serait, et je crois que nous sommes aujourd'hui face à ce danger, que faute de savoir sur quoi le devoir se fonde, nous le rendions infiniment coercitif, de plus en plus coercitif, et que nous finissions par ne le rendre opératoire que par la menace de la sanction qui se multiplierait à l'infini, faute d'une conscience claire de la signification du devoir. Si nous ne savons pas pourquoi nous avons des devoirs, en effet, le seul moyen, la seule manière de faire respecter le devoir, eh bien, c'est d'utiliser le bâton. Et le grand paradoxe, c'est qu'une société libérale ou une société qui, en tous les cas, a retiré du libéralisme le sens d'une forme d'atomisme social, d'individualisme, une société qui a poussé, disons, le libéralisme jusqu'à ne plus croire à la réalité du collectif, pourrait devenir finalement la société la plus coercitive qui soit, précisément parce que le devoir n'est plus régulé par la manière dont chacun y adhère, mais seulement imposé par la contrainte et la sanction. Il me semble que le défi devant lequel nous sommes placés est toujours, je le redis le même, c'est la question de savoir comment nous regardons le devoir comme l'effet de notre liberté. Aujourd'hui, au fond, quand nous cherchons à définir la liberté, nous la définirons toujours comme cette liberté d'indétermination, qui est le propre de sa définition moderne. Disons, la liberté, c'est le fait d'avoir le choix, le fait d'avoir une pluralité de choix devant soi. Et de ce point de vue-là, la société ne peut qu'être un problème pour ma liberté. Parce que je vis en société, je n'ai plus tous les choix possibles. Mon champ d'options se restreint. De fait, si la liberté consiste à avoir le choix, le fait que les autres existent est un problème pour ma liberté. Parce qu'en existant, ils m'imposent leur propre liberté et ainsi, ils restreignent la dimension de mes choix possibles. Tout ne m'appartient plus puisque les autres sont là. L'existence de l'autorité est évidemment une restriction imposée à ma liberté, car quand l'autorité s'exprime, alors je n'ai plus le choix, je suis contraint de la suivre. Donc l'autorité restreint ma liberté, l'altérité restreint ma liberté. Si la liberté consiste à avoir le choix, si la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Cette définition de la liberté qui est réellement propre à la modernité, cette définition regarde l'autorité comme une menace et
Et de ce fait, elle tente de trouver un compromis entre la liberté de l'individu et le devoir à l'égard du collectif. Comme si, au fond, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et nous sommes chacun d'entre nous avec notre bulle de liberté, mais qui est malgré tout finie, limitée, parce que les autres sont là aussi et qu'il faut bien les prendre en compte. Et c'est à cela que répond l'ordonnancement de la société. Au fond, les règles sociales seraient comme une espèce de code de la route qui nous permet de rouler ensemble sans nous mettre en danger, de rester en sécurité alors que d'autres libertés sont présentes. Le devoir doit trouver un compromis avec l'autonomie personnelle et, disons-le, au fond, la liberté, un compromis avec l'autorité et l'altérité. Il me semble que cette vision est en fait catastrophique, précisément parce qu'elle décrit l'autorité comme un problème, parce qu'elle décrit l'altérité comme une gêne, parce qu'elle se prive de l'expérience de ce nous que nous évoquions tout à l'heure. Le propre du devoir que construit l'existence de la décision politique, en particulier dans une exigence démocratique, c'est que c'est l'effet de ce nous qui s'engage dans une direction déterminée. C'est nous qui voulons devoir quelque chose. Je disais tout à l'heure, voulons-nous encore vouloir? La question est aussi, voulons-nous encore devoir? Et les deux questions sont liées. La définition la plus satisfaisante de la liberté ne me paraît pas être celle que nous donne la modernité. La définition la plus satisfaisante de la liberté ne me paraît pas être d'avoir le choix. D'ailleurs, à ce compte-là, on n'aurait sa liberté que tant qu'on n'aurait rien choisi. Parce que quand vous avez choisi quelque chose, vous n'avez plus le choix. Vous avez fait un choix. Et choisir, c'est renoncer. La véritable définition de la liberté ne me paraît pas être celle qui consiste à dire qu'il faut avoir le choix ou faire ce que l'on veut, mais au contraire qu'il faut choisir. Être libre, ça n'est pas avoir le choix. Être libre, c'est faire un vrai choix. C'est choisir de s'engager, c'est choisir les liens dans lesquels on s'engage, c'est choisir les devoirs que l'on veut assumer, c'est choisir ceux que l'on veut regarder comme étant une autorité. Tu veux te connaître toi-même, demande Nietzsche dans Schopenhauer éducateur, tu veux te connaître toi-même, alors demande-toi à qui tu veux obéir. Il apparaît, ça c'est dans Par-delà bien et mal, toujours Nietzsche, il apparaît encore une fois qu'au ciel et sur la terre, une seule chose compte, et c'est d'obéir longtemps et dans la même direction. De là et de la seule résulte quelque chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, quelque chose qui fait que la vie est capable de donner naissance à quelque chose de raffiné, de fou, de divin, quelque chose comme la danse, la poésie, la musique ou la philosophie. Nietzsche, que l'on regarde souvent comme le destructeur de la morale, il apparaît qu'une seule chose compte au ciel et sur la terre, et c'est d'obéir longtemps et dans la même direction. La véritable définition de la liberté est sans doute celle de celui qui s'engage dans une voie déterminée. Et plus nous engageons notre liberté dans quelque chose que nous avons résolu de suivre, plus nous faisons une authentique expérience de liberté. Cette liberté, encore une fois, consumériste, qui consiste à avoir le choix, qui consiste à rentrer dans son existence comme un consommateur dans un catalogue de supermarché, en voulant avoir devant soi la plus grande palette d'options disponibles, cette liberté-là ne peut que nous tétaniser. Parce que la meilleure chose à faire, si vous voulez toujours avoir le choix, c'est de ne jamais rien acheter. Quand vous achetez quelque chose, vous choisissez et donc vous renoncez. Mais c'est au moment où vous décidez quelque chose que vous faites une expérience de la véritable liberté. Être vraiment libre, ça n'est pas faire ce que l'on veut. Être vraiment libre, c'est vouloir vraiment ce que l'on fait. Et cela implique d'avoir le sens de ce que l'on doit à ce que l'on a voulu. Rien de grand ne se fait qui n'ait été d'abord appris, répété, qui ne soit le produit d'un entraînement, d'une exigence, qui n'ait été reçu aussi, et je reviens à cette question de la transmission, qui n'ait été reçu de maîtres qui ont fait, par leur autorité, grandir notre liberté. Aucun d'entre nous ne serait ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas eu d'abord des maîtres. Expression que nous avons bannie, là encore, de notre langage ordinaire, y compris dans l'éducation nationale. Si nous n'avions pas eu des maîtres pour pouvoir accompagner notre propre cheminement, notre propre progression vers notre propre liberté et vers son accomplissement. C'est parce que nous avons, pour reprendre votre expression, c'est parce que nous avons pendant des années fait nos devoirs que nous sommes devenus capables de parler, de penser, d'écrire, et ainsi que nous sommes devenus capables de conquérir notre propre liberté intérieure. C'est parce que nous avons suivi le chemin du devoir que nous sommes arrivés par ce cheminement progressif jusqu'à notre liberté. C'est parce que nous avons rencontré une autorité, c'est parce que nous avons rencontré une altérité que notre liberté a grandi. Il me semble qu'on rendrait un très mauvais service à l'autorité en expliquant que les individus ont aujourd'hui perdu le sens du devoir parce qu'ils veulent défendre leur liberté. Ils ont perdu, avec le sens du devoir, ils ont perdu leur liberté. Et je crois que c'est ce qu'il y a de magnifique. D'ailleurs, sans doute la Marine nationale était l'arme que j'ai eu le
plus le privilège de fréquenter en ayant la grande chance de pouvoir embarquer à plusieurs reprises, j'ai toujours été très marqué précisément de cette expérience très forte de l'autorité qui se vit sur un bâtiment. Vous le savez peut-être, la navigation est la métaphore qui représente la politique depuis que la philosophie est née. Depuis Platon, quand on cherche à parler de l'autorité politique, on décrit la société comme un bateau, parce qu'un bateau, c'est le lieu qui matérialise de la manière sans doute la plus concrète possible l'expérience d'un collectif. Et le fait que lorsque nous sommes tous embarqués ensemble, alors il faut que quelqu'un assume le service de la décision pour pouvoir nous permettre de naviguer en sécurité d'abord, bien sûr, et pour pouvoir garantir, au fond, ce climat de liberté qui, j'en ai été à bien des reprises le témoin, règne justement dans les lieux où l'autorité s'exerce le plus naturellement, le plus paisiblement, le plus humblement, mais aussi le plus tranquillement possible. Et je crois que ce sens du devoir ne doit pas être opposé à l'idée de la liberté, mais bien au contraire, regardé comme le chemin vers la véritable liberté. Et c'est dans cette redécouverte que, sans aucun doute, notre société pourra retrouver ce que Kant décrivait en effet comme cette articulation magnifique de la conscience, de la raison et de la morale pour construire le chemin de notre existence. Monsieur le député, cher Monsieur Vernier, une question beaucoup plus terre à terre. Il y a un consensus, que ce soit sur le plan de la société, mais sur le plan également du monde politique, pour dire que l'éducation nationale nous coûte très cher, qu'elle n'est pas efficace, qu'elle n'est pas efficiente. Certains parlaient à une époque du mammouth, incapable d'être réformé. On pourrait donner beaucoup de causes, salaire des professeurs très faible, après des concours difficiles, voire très compliqués, etc. On pourrait aussi noter une monopolisation croissante de l'État sur l'éducation depuis le XIXe siècle, avec aujourd'hui une partie de l'éducation sous-traitée à l'enseignement privé. Et en parallèle, on note des systèmes parallèles se construisant de plus en plus. Alors certains penseront à l'instruction en famille, qui revient à la mode aujourd'hui, d'autres aux écoles en contrat. Moi je pense à une des premières boîtes qui fonctionne le mieux dans l'éducation, c'est Academia, avec des inégalités sociales qui continuent à croître. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre fin au monopole de l'éducation nationale, peut-être en se basant sur ce que d'autres pays font et ce qui s'appelle le chèque scolaire? Alors, moi je ne citerai pas Kant, mais juste John Senior qui disait l'amour ne se fait pas payer, autrement ça s'appelle de la prostitution. Il en est de même pour l'enseignement. L'enseignement se donne ou se dispense. Que pensez-vous en tant que peut-être député, mais sûrement professeur, de cette idée qui refait régulièrement surface? De fait, aujourd'hui, alors la question est assez longue, je ne sais pas si je vais réussir à la répéter tout entière, mais elle se termine par cette magnifique phrase, l'amour... L'amour, c'est comme l'enseignement, ça ne se vend pas, ça se donne. L'amour est comme l'enseignement, ça ne se vend pas, ça se donne. De fait, si vous savez peut-être que la grande distinction entre le philosophe et le sophiste à l'époque de Socrate et de Platon, c'est que le philosophe, c'est celui qui enseigne gratuitement, alors que le sophiste se fait payer pour ses cours. On peut considérer qu'aujourd'hui, en France, en effet, rentrer dans l'éducation nationale est de ce point de vue-là un très grand acte d'amour. Mais, alors, la question touche, pour le dire d'une manière très générale, à la crise actuelle de l'éducation et à la manière d'y répondre, et vous formulez la suggestion de remplacer le modèle de l'éducation nationale d'aujourd'hui par un modèle de chèque scolaire. Alors, revenir sur le sujet de l'éducation nationale, ça appellerait beaucoup de développement, il faudrait presque y revenir. Ça supposerait aussi peut-être de rentrer sur un terrain politique qui n'est pas lieu ici d'investir. J'ai conscience de l'occasion qui nous réunit, et je crois que c'est important de ne pas déroger à la règle qu'elle impose. Je dirais simplement deux choses que je crois être fondamentales. La première, c'est que oui, nous vivons une crise majeure de l'éducation en France aujourd'hui. C'est un fait. Il faut le dire, le rappeler, il faut le crier, parce que vous dites qu'il y a consensus pour le dire. L'enquête Teams, qui est parue tout récemment, nous montre que la France arrive en dernier dans les pays européens pour l'apprentissage des mathématiques, en 4e et en première. Dernière. Nous sommes même derrière l'Azerbaïdjan, derrière la Géorgie. Nous sommes à quelques points au-dessus de l'Albanie, mais à 100 points en dessous du Japon dans la classification. Donc voilà, on est vraiment très très loin
des standards qu'on pourrait attendre de l'éducation nationale en France, en particulier en mathématiques, qui est quand même une discipline phare en France. La France est le 2e pays au monde pour le nombre de médailles Fields, donc l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Et puis évidemment, très loin de ce que l'on pourrait attendre eu égard à l'investissement de la France dans son éducation. La France est le 7e PIB mondial, et l'éducation nationale, c'est le 2e budget de l'État après la charge de la dette. C'est le 1er budget opérationnel de l'État. La France, c'est un pays qui dépense en moyenne plus par élève que la plupart des pays avec lesquels elle est comparée dans cette dernière enquête internationale. Par ailleurs, disons, dernière statistique qui me paraît fondamentale pour comprendre aussi cette fracturation de la société que j'évoquais tout à l'heure, la France est aujourd'hui le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Depuis l'enquête PISA de 2013, ce chiffre n'a cessé d'être confirmé. C'est-à-dire de tous les pays de l'OCDE, la France est le pays qui produit la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc il y a encore des élèves qui réussissent très bien dans notre pays, et heureusement, on peut en être très heureux, mais la différence est abyssale avec ceux qui sont en échec. Et deuxièmement, la France est le pays dans lequel le parcours scolaire d'un élève est le plus directement prédictible à partir de son milieu social d'origine. C'est très important de dire ça, parce que c'est une blessure très grave dans la promesse méritocratique de la République. C'est une blessure évidemment impardonnable. Je veux dire par là que nous faisons croire à l'égalité des chances alors que cette égalité des chances, en réalité, n'existe pas. Je ne crois pas, pour ma part, je le dis très simplement, je ne crois pas qu'on compensera avec de la discrimination positive ou avec des politiques de quotas l'inégalité profonde que l'école de la République a laissé s'installer. La véritable justice consiste à donner à chaque enfant le meilleur de notre culture, le meilleur de sa culture, parce qu'il est français, c'est sa culture, c'est sa langue, le meilleur de cette connaissance qui lui permettra d'accomplir son propre destin. Et là se trouve la véritable égalité qui est au cœur, encore une fois, de la promesse républicaine, et c'est absolument fondamental. Donc oui, vous avez raison d'attirer l'attention sur ce point. C'est un sujet absolument essentiel, et je crois que c'est le sujet crucial pour notre avenir. Vous disiez que la question était plus concrète, plus triviale peut-être, mais au fond, c'est la même question. Je veux dire par là que ce que nous avons évoqué tout à l'heure n'était pas abstrait. C'était d'abord, au fond, de la capacité d'être une société que nous avons parlé ce soir, et elle commence par le fait de réparer l'école pour que l'école puisse transmettre à chaque jeune la conscience de ce à quoi il doit d'être ce qu'il devient et le devenir pleinement. La deuxième chose que je voudrais dire, et je le dis très brièvement, mais encore une fois, il faudrait beaucoup plus de temps pour développer sur ce sujet. Oui, je le redis, nous avons évidemment à mieux nous organiser, nous avons à mieux organiser nos moyens, nos méthodes, nous avons à réformer la structure peut-être d'une administration qui ne donne pas satisfaction. Il est d'ailleurs fascinant de voir à quel point les mauvais résultats s'enchaînent sans que, au fond, la sonnette d'alarme ne soit jamais réellement tirée, sans que jamais des décisions drastiques ne soient enfin prises. Oui, nous pouvons envisager des modèles très variés pour organiser l'éducation de notre société. Malgré tout, je continue de croire, je suis un professeur d'enseignement public et je continue de croire qu'un pays comme le nôtre s'honore d'organiser la manière dont tous ces enfants pourront recevoir ensemble le meilleur de notre culture. Je crois absolument à la liberté, je crois absolument à la liberté des parents de choisir pour leurs enfants l'éducation qu'ils souhaitent. C'est fondamental, y compris dans des débats d'actualité, terrain sur lequel je n'entrerai pas. Et je crois qu'en même temps, il est bon et sain et légitime qu'un pays puisse se doter d'un outil qui permette à tous les enfants qui le souhaiteront, dont les familles le souhaiteront, d'avoir accès à une instruction gratuite, libre, et qui leur permette, encore une fois, de rejoindre la nation. Et je crois que nous n'avons rien à gagner, pour le dire autrement, à détruire quelque chose qu'il faut au contraire réparer. Et je le dis d'autant plus simplement que il me semble que nous en sommes capables. Le travers dans lequel nous tombons aujourd'hui n'est pas consubstantiel à l'éducation nationale. Bien sûr, nous pouvons regarder ce qui, dans d'autres pays du monde, fonctionne mieux. Bien sûr, nous pouvons nous inspirer des comparaisons internationales. Bien sûr, il faut, avec pragmatisme, essayer de regarder comment nous pouvons nous inspirer des exemples les plus réussis. Mais nous pouvons aussi puiser dans notre histoire de quoi réapprendre à enseigner. L'école française a été l'une des plus efficaces au monde. Elle a été celle qui a suscité une nation à partir d'une société incroyablement fracturée, incroyablement divisée. Lorsque vous lisez Péguy, lorsque vous lisez Camus, lorsque vous lisez les grands écrivains français qui parlent de leurs professeurs et qui disent ce qu'ils doivent à l'enseignement public, vous comprenez
que l'échec actuel de l'enseignement public n'a rien d'une fatalité. Lorsque Camus reçoit le prix Nobel de littérature, la première personne à laquelle il écrit, c'est à son professeur, à son instituteur, qui, lorsqu'il était enfant dans une famille pauvre dans les faubourgs d'Alger, cet instituteur qui lui avait appris à lire, à écrire, c'est à lui qu'il adresse sa première lettre après avoir reçu le prix Nobel de littérature, pour lui dire sa gratitude. Et le vieux professeur lui répond à ce jeune élève qui avait fait son chemin d'une manière si brillante, avec ces mots tellement touchants. Il commence la lettre en écrivant « Mon cher petit ». Albert Camus, prix Nobel de littérature, écrit à Monsieur Germain, et Monsieur Germain répond « Mon cher petit ». Nous avons de quoi être fiers de ce que l'école française a su faire, a su être pour ceux qui l'ont fréquentée. Il n'y a aucune raison que nous restions dans cette situation d'échec. Et oui, nous avons bien sûr des réformes à faire sur le plan technique, méthodologique, sur le plan économique, sur le plan budgétaire. Oui, bien sûr, vous avez raison de le dire. Il faut sortir les professeurs du déclassement dans lequel leur métier s'enlise, ce qui suppose bien sûr de s'organiser pour mieux les rémunérer. Tout cela est fondamental. Mais à la fin, la seule vraie question qui nous est posée, c'est « voulons-nous encore transmettre ?» Que voulons-nous encore transmettre? Je suis un professeur qui a été formé dans un IUFM où on nous expliquait que nous ne devions surtout pas transmettre des connaissances, que nous n'avions rien à transmettre. J'ai été accueilli dans mon métier par ces mots qu'un inspecteur général prononçait à notre arrivée. Vous n'avez rien à transmettre. Il nous recevait dans notre métier. Et au fond, c'est la raison pour laquelle le défi éducatif est le même que celui que nous avons échangé, sur lequel nous avons échangé ce soir. Que voulons-nous encore défendre? Qu'avons-nous encore à transmettre? C'est une seule et même question. Et je crois que nous pouvons faire toutes les réformes que nous voudrons, y compris, encore une fois, de confier l'enseignement entièrement au secteur privé si on voulait s'y appliquer. La vraie question qui nous est posée, c'est une question de société, c'est une question intérieure. Est-ce que nous voulons encore transmettre? Que voulons-nous encore transmettre? Et cette question-là, aucune réforme technique ne nous donnera la réponse qui nous permettra de reconstruire. Ce que je dis est évidemment un appel à regarder la question dans toute sa profondeur. C'est aussi en vérité une invitation à l'espérance, parce que nous ne sommes pas condamnés à échouer et parce que j'en ai fait moi-même l'expérience et je peux en témoigner lorsque nous allons devant des élèves, encore une fois, quelle que soit leur propre histoire, lorsque nous avons devant des élèves, et vous l'avez vécu comme moi, j'en suis sûr, comme officier, avec le désir de transmettre ce que nous avons reçu et qui anime notre élan, alors nous retrouvons toujours en eux, toujours, la soif infinie d'apprendre, le désir de recevoir et l'envie de partager quelque chose d'exigeant, quelque chose qui est plus grand que nous, mais qui, en étant plus grand que nous permet d'atteindre notre propre hauteur et de nous rejoindre vraiment. Merci encore infiniment.